nouvelle plongée. Aujourd'hui, on s'intéresse aux forces armées royales marocaines, les phares, et plus spécifiquement à l'armée royale, donc l'armée de terre. On se base sur une présentation assez fouillée qu'on a pu consulter. L'idée, c'est de comprendre un peu la structure, les points clés, le rôle de cette armée. Et franchement, ce qui saute aux yeux direct, c'est la diversité des équipements. On voit de l'américain, du russe, du chinois, de l'européen. C'est assez marquant. Bon, alors on décortique ça. Oui, tout à fait. Et faut rappeler d'abord que les phares, elles sont sous le commandement suprême du roi. C'est une armée qui a une solide expérience, notamment en contre-insurrection, opérations combinées air-par, ce genre de choses. Elle compte plusieurs branches: terre, air, marine, gendarmerie et la garde royale. Mais comme vous l'avez dit, on va se concentrer sur l'armée de terre aujourd'hui. Chasseurs de l'Atlas pour la montagne. Exactement, c'est la colonne vertébrale. Et pour appuyer tout ça, il y a l'artillerie qui a un rôle crucial, évidemment. Ce qui est assez fascinant là, c'est ce mélange dont vous parliez. On a du classique modernisé, comme les M109 américains, les obusiers, mais à côté, on trouve des systèmes de lance-roquettes multiples chinois, comme le PHL-03 ou même le WS-2D, qui a une portée très très importante. Et une défense antiaérienne qui tient la route, avec le Skydragon 50 chinois aussi. Ah oui, quand même. C'est pas juste un catalogue, c'est une vraie combinaison de technologies, quoi. C'est ça. C'est un choix délibéré de mixer les origines et les capacités. J'imagine que cette logique de mixité, on la retrouve à fond dans les blindés. Parce que la liste des chars, elle est... waouh, éclectique. C'est là que ça devient vraiment intéressant, non? Ah, absolument. Là, c'est flagrant. Vous avez des chars lourds américains, les Abrams MA1 et maintenant MA2, des M60 Patton qui sont pas tout jeunes mais modernisés, et juste à côté, des T-72B russes, des types 92 chinois qui sont en fait une version d'export du MBT 2000. Et sans oublier les Français avec les AMX 10RC, qui sont plus légers, très mobiles. C'est fou cette variété. C'est juste des opportunités d'achat ou il y a une vraie stratégie derrière? Non, c'est bien plus qu'une question d'opportunité. C'est une vraie stratégie de diversification. L'idée, c'est clairement de ne dépendre d'aucun fournisseur unique, et ça permet aussi de maintenir un certain équilibre diplomatique, vous voyez. Je vois, oui. Et d'ailleurs, on mentionne même un développement local, le véhicule African Lion. Bon, c'est peut-être encore au stade initial, mais ça montre une ambition, une volonté d'autonomie industrielle qui grandit. D'accord. Et tout en haut de la pyramide, on a les forces spéciales, les FSM. Oui, voilà, les forces spéciales marocaines. C'est interarmé, hein. Terre, marine, gendarmerie, air, même la garde royale y participe. Elles sont taillées pour les missions les plus pointues. Contre-terrorisme, reco spécial, ce genre d'action. Et cette stratégie d'acheter un peu partout, ça vaut aussi pour les armes plus légères. Et les drones, qui sont si importants maintenant. Tout à fait. Pour les armes légères, c'est pareil. On trouve les grands standards. M16, M4 américains, des AKM russes ou dérivés, la Minimi belge, le MP5 allemand. On ratisse large. USA, Russie, Europe. Mais aussi Israël, la Turquie plus récemment. C'est constant. Et oui, pour les drones, il y a un investissement clair, notamment avec le partenariat récent avec le Turc Bekar. Ça montre qu'il s'adapte aux conflits modernes. Alors, si on prend un peu de hauteur, toutes ces capacités, tous ces équipements, comment ça s'articule? À quoi ça sert, concrètement, sur le terrain? Alors, si on relie ça à la situation générale, d'abord, évidemment, c'est la défense du territoire national. Le Sahara est une préoccupation majeure, c'est clair. Mais le Maroc se positionne aussi comme un acteur de stabilité dans la région. Il est très actif dans la lutte contre le terrorisme. Il co-organise de gros exercices comme African Lion avec les Américains, ce qui renforce l'interopérabilité. Ah oui, African Lion, c'est un très gros exercice. Exactement. Et il ne faut pas oublier leur contribution très importante aux opérations de maintien de la paix de l'ONU. C'est historique et ça continue, en RDC, en Centrafrique par exemple. Et puis, il y a la capacité d'aide humanitaire en interne. On l'a vu lors du séisme d'Alaouz. Donc, vous voyez, c'est une posture qui va bien au-delà de la simple défense des frontières. Et qu'est-ce qui anime tout ça, les valeurs, la devise? Oui, la devise c'est Dieu, la patrie, le roi. Allah, al-Watan, al-Malik. C'est central. Et les valeurs mises en avant, c'est le professionnalisme, la discipline, le dévouement, le courage. Bon, alors, qu'est-ce que tout cela signifie au final? Si on résume, on a une armée royale marocaine qui se modernise fortement, avec un équipement hyper diversifié, mais ça semble être un choix stratégique, et qui joue un rôle important pour sa défense, bien sûr, mais aussi pour la stabilité régionale et même internationale. C'est tout à fait ça. Et pour aller un peu plus loin dans la réflexion, toute cette mosaïque d'équipements qui viennent de pays parfois
concurrents, hein, les USA, la Russie, la Chine, la France, Israël, la Turquie, combiné à ce rôle international assez affirmé. Ça soulève une question intéressante en fait. Comment est-ce que cette stratégie d'achat et de partenariat militaire nous renseigne sur la façon dont le Maroc navigue, cherche son équilibre dans un jeu géopolitique mondial de plus en plus complexe? Une bonne question pour conclure. Ça donne matière à réfléchir sur cet équilibre géostratégique recherché par le Maroc. Merci pour cet éclairage.